l'actualité française, avec donc ce coup de semonce dans la vie politique, puisque pour la première fois, un ancien président de la République est condamné à une peine de prison ferme. Je dis une peine de prison ferme parce que dans les faits, en dessous d'un certain seuil, c'est du bracelet électronique. Mais qui peut imaginer, vous connaissez la fameuse formule, qui peut imaginer un ancien président de la République avec un bracelet électronique? Comment ça marche? Est-ce qu'on peut voyager avec un bracelet électronique? Est-ce qu'il pourra donner ses conférences? Quel type de contraintes est-ce que cela va poser? C'est le premier sujet qu'on va aborder. Pas seulement, évidemment, Karl Meeus nous a rejoint. Bonsoir Karl, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Ruth Elkrieff est avec nous. Bienvenue Ruth. On a le plaisir d'accueillir Mathieu Aron. Bonsoir Mathieu, grand reporter au service politique de l'Obs. Voilà, l'Obs, présence permanente ce soir. Mais vous êtes un spécialiste aussi des affaires de police-justice. Donc vous nous aiderez à comprendre. Jean-Claude est resté avec nous. D'abord tout sur cette condamnation. Pourquoi? Comment? Quelles conséquences? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, qu'est-ce que cette affaire Bismuth et pourquoi Nicolas Sarkozy est-il condamné définitivement? Eh bien, c'est l'affaire des écoutes. Septembre 2013, Nicolas Sarkozy est placé sur écoute dans l'enquête sur le financement libyen présumé de sa campagne de 2007 et il l'apprend. Et donc, pour échanger discrètement avec son avocat et ami Thierry Herzog, l'ancien président s'est procuré d'autres téléphones avec des cartes prépayées au nom de Paul Bismuth. Et c'est lors de ces fameuses conversations qu'il évoque avec Thierry Herzog ce que la justice appelle un pacte de corruption. En clair, la proposition faite à un juge, Gilbert Azibert, de récupérer des carnets en échange d'un coup de pouce, je cite, pour un poste au Conseil d'État à Monaco. Finalement, Azibert ne sera pas contacté, il n'obtiendra pas son poste et les carnets ne seront jamais rendus. Mais aujourd'hui, la Cour de cassation a validé l'intention de corruption suffit à cette condamnation. Nicolas Sarkozy est donc définitivement jugé coupable de corruption et de trafic d'influence. Écoutez la réaction de son avocat, maître Patrice Spinozzi, et de Nicolas Sarkozy lui-même sur le fond du dossier il y a 3 ans. C'était au micro de Gilles Boulot. C'est la première fois en France qu'une personne est condamnée sur le fondement des seules déclarations qu'il a eues avec son avocat et qui ont été interceptées. Donc c'est évidemment une défaite pour Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi une défaite pour les libertés fondamentales, pour les droits de la défense, pour le droit au secret professionnel, qui est absolument fondamental. Il y a eu 7 ans d'enquête où tout a été fait. Et la seule chose qui reste, c'est des bribes de conversation téléphonique avec mon avocat, où on me prête l'intention de faire une démarche en échange de renseignements sur un poste. Je n'ai pas fait la démarche. Monsieur Azibert n'a pas eu son poste. Et moi, je n'ai pas eu la décision que j'attendais. Et on me condamne pour cela, pour une intention. Alors, s'il y a un faisceau d'indices, n'hésitez pas à le dire, j'essaierai de vous répondre. Il n'y en a aucun. Nicolas Sarkozy et son avocat vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme, mais cette saisine n'est pas suspensive de la peine. Oui, il faut rappeler ce que vous avez dit, l'intention de corruption suffit à établir d'une certaine manière le délit. C'est cette notion qui n'est pas facile à appréhender. Alors, à quelle peine précisément est-il condamné? Alors d'abord, à 3 ans d'inéligibilité, mais surtout à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Nicolas Sarkozy n'ira pas en prison, comme c'est quasiment tout le temps le cas pour des peines inférieures à 1 an et demi ou 2 ans. Il portera un bracelet électronique comme celui-ci. C'est un objet de métal, souvent recouvert de silicone, qui pèse généralement 100 grammes. Ce bracelet, on le fixe à la cheville. Le condamné ne peut pas l'enlever lui-même. Autrement dit, on le garde pour se doucher, on le garde pour dormir. Et il permet aussi de limiter le rayon des déplacements selon des règles fixées par le juge d'application des peines. Donc pour cela, les agents de probation viennent au domicile de l'intéressé, installer un boîtier de transmission et ensuite le condamné, s'il est assigné à résidence, peut se déplacer dans un rayon d'1 à 5 km. Tout dépend de la décision qui a été prise. S'il est juste placé sous surveillance, le périmètre peut être plus large. Une alarme sort s'il sort de la zone ou s'il n'est pas chez lui à l'heure prévue. Une centrale téléphonique de l'administration pénitentiaire est alors prévenue.
Elle appelle le condamné pour demander des explications. Sans réponse de sa part, le juge d'application des peines peut alors demander une arrestation. Précisons que ce genre de peine, c'est une première pour un ancien président. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Simplement d'un mot, Nicolas Sarkozy a devant lui d'autres procès dans les prochaines semaines, d'autres échéances judiciaires. Effectivement, à partir du 6 janvier, Nicolas Sarkozy sera jugé dans l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne de 2007. Un procès fleuve étalé sur 4 mois avec au total 13 prévenus. Deuxième échéance, la décision au second semestre 2025 de la Cour de cassation sur ce que l'on appelle l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir contourné le plafond des dépenses électorales. En appel, il a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Là aussi, sous bracelet électronique. Merci Justine. Mathieu Aron, je me tourne vers vous parce que c'est toujours fascinant d'imaginer un ancien président de la République sous bracelet électronique. Évidemment, ce traitement, quand il est réservé à des trafiquants ou autres, ça s'appréhende un peu plus facilement. Donc ça veut dire qu'il est assigné à résidence d'une certaine manière. Pas forcément chez lui, mais chez lui dans un rayon, si on a bien compris, de 1 à 5 kilomètres. Il va faire comme les 15 000 personnes qui actuellement sont sous bracelet électronique en France. C'est donc un juge d'application des peines qui va décider des modalités de cette peine. Il y a plusieurs solutions. Généralement, comme ça a été très bien rappelé, la personne est assignée à résidence chez elle la nuit et peut sortir dans la journée, peut généralement se rendre à son travail. C'est ce qu'on autorise à faire à la personne. Donc Nicolas Sarkozy a des bureaux dans le 7e arrondissement. Il devrait avoir le droit, logiquement, de pouvoir, entre 9h du matin et 17h, 18h, eh bien, aller à son bureau. Bien évidemment, ce sera beaucoup plus compliqué après. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y a pas de raison qu'il sorte le soir. Il n'y a pas de raison qu'il puisse partir à l'étranger. Il n'y a pas de raison qu'il puisse aller au parc voir les matchs du PSG qu'il aime. Enfin voilà, c'est quand même une peine de prison. Donc les conférences rémunérées à l'étranger, par exemple, c'est terminé. C'est pas impossible que le juge d'application des peines l'y autorise, mais a priori, c'est pas prévu dans ce mode de gestion de la peine. On autorise parfois un condamné à aller à l'étranger pour voir un parent malade, par exemple, parce que c'est une raison impérative. Mais pour donner une conférence, sauf si c'est prévu depuis très longue date, il y a des engagements, ce sera au juge. Ce sera au juge de décider quand Nicolas Sarkozy va passer devant lui, le juge d'application des peines. Et même pour un dîner, si je comprends bien... pour un dîner, a priori, en non. banlieue A priori, non. On rappelle quand même... par exemple. Il faut quand même rappeler que c'est une peine de prison. Ouais. Alors c'est un mode d'aménagement d'une peine de prison. C'est une condamnation pour une infraction grave, pour corruption. Voilà ce dont il s'agit. Donc, voilà. Et les procureurs avaient bien dit que s'ils demandaient de telles peines lors de leur réquisition, c'est parce qu'ils considéraient que Nicolas Sarkozy s'était comporté dans cette affaire comme un délinquant chevronné. Voilà, c'était les propres paroles du procureur. Donc voilà, c'est quand même assez grave, il faut le dire. Vous vouliez intervenir, vous ? Non, je crois que tout ce qu'a dit Mathieu est évidemment juste, mais c'est vrai que tout dépendra de la discussion qu'il aura lors de l'application des peines avec le juge. Et normalement, il devrait être considéré comme une personne qui a une forme de garantie de représentation et d'assurance de non-évasion immédiate. Et donc, ça, j'imagine que ses avocats vont plaider cette considération. Et donc, en fait, il peut, par exemple, demander une liberté conditionnelle. Il peut obtenir... Qu'est-ce que ça voudrait dire dans ce cas-là, une liberté il peut la demander le premier jour, 1 mois après, 2 mois après, il peut la demander régulièrement. Enfin, il peut la demander. Donc, ce serait la suspension du bracelet. Voilà. Il peut aussi avoir une réduction de peine pour bonne conduite, et seulement à 6 mois, par exemple. Et il peut demander l'autorisation de faire un voyage pour une conférence qui serait encadrée et avec des garanties. Ça ne veut pas dire qu'il l'aurait. Ça ne veut pas dire qu'il l'aurait. Et pour être très très précis, il a les droits de n'importe quel Français. C'est-à-dire qu'il peut faire les demandes qu'un détenu ordinaire peut faire. Dans son cas de figure, il y a quelque chose de particulier, c'est que comme il va avoir 70 ans, pendant qu'il va effectuer sa peine, effectivement, il y a des modalités de réduction de peine qui sont plus favorables. Donc ça peut jouer effectivement en sa faveur. Il n'empêche que pendant quelques semaines, quelques mois, il portera son bracelet électronique. Y compris pour l'audience, par exemple, du procès du financement présumé. Il n'est pas du tout impossible, parce qu'un juge d'application des peines a un délai pour demander à la personne de porter ce bracelet. Donc il a 4 mois.
a priori, on peut supposer, mais on n'en sait rien, qu'il pourra comparaître à son procès sans bracelet électronique, et c'est à la sortie de ce procès de l'affaire libyenne qu'il pourrait porter un bracelet électronique. Mais ça, bon, ce sera au juge d'en décider. Bon, vous vouliez dire un mot, Jean-Claude. Je pense qu'on a... L'avocat... On a largement indiqué ce qu'est la loi. En réalité, tout repose sur le juge d'application des peines qui va juger in concreto, d'une part. Et puis, ça n'est qu'un juge, avec sa sociologie, avec le regard qu'il peut porter. Je partage ce que vient de dire Routel Krief, qui indique, ben oui, il peut être autorisé sous certaines conditions à aller donner une conférence à l'étranger. On peut imaginer que le juge se dise à l'écoute de ses avocats, ça fait partie de son activité, quel que soit le montant qui est payé pour cette conférence. C'est un contrat de travail, et il a des garanties de représentation. Donc, on peut aussi considérer que ça va être pris en compte. Mais on peut très bien tomber sur un juge qui considérera, qui dira, ben, il n'y a pas de raison, vous avez une rémunération, une retraite, tout ça c'est en extra. On ne peut rien préjuger de la suite. Et je pense qu'au-delà de la question juridique, votre interrogation juridique, en fait, c'est surtout la personnalité de Nicolas Sarkozy. C'est vrai que c'est un ancien président de la République, et c'est le côté humiliant, parce que vous avez bien dit qu'il y a 15 000 Français qui vivent la chose, pour éviter qu'ils n'aillent en prison, et c'est toujours quand même mieux d'être assigné à résidence chez soi, même avec un bracelet, que d'être à la prison. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à une prison, mais vous savez, c'est pas du cathédral. Donc il vaut mieux qu'il soit à son domicile personnel. En général, pour une peine de prison ferme inférieure à 18 mois et jusqu'à 2 ans, souvent ça peut s'aménager, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien garder à l'esprit que c'est mieux se brasser, c'est mieux que s'il avait dû aller en prison, et puis ça dépendra de la considération que les... Alors c'est la deuxième question qui vient à l'esprit, et en particulier quand on entend Nicolas Sarkozy lui-même il y a 3 ans, son avocat, ses avocats depuis le début, ou encore Laurent Wauquiez ce soir. Laurent Wauquiez ce soir, cette décision est profondément incompréhensible. Je sais à quel point Nicolas Sarkozy est un combattant et ne baissera pas les bras. Il a toute mon amitié. Vous vous souvenez des contentieux entre Nicolas Sarkozy, président de la République, et les juges qu'il avait traités de petits pois en particulier? Est-ce que là, il n'y a pas de doute sur l'impartialité de la décision de justice? Karl? Oula, grande question. Je refile le bébé. Oui, c'est sympa. Eh ben, si on se met à la place de Nicolas Sarkozy, il n'y a aucun doute de la partialité des juges qui ont enquêté, des juges qui ont jugé en première instance, en appel et en cassation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas la même que celle de la Cour de cassation en ce qui concerne droit de la défense. La défense, le fait d'écouter un avocat et son client. C'est ça. Être écouté lorsqu'on parle avec son avocat. Voilà. Et c'est finalement le point de départ de cette affaire. Cette affaire n'existe que parce que les juges dans une autre affaire ont fait ce qu'on appelle des filets dérivants, c'est-à-dire qu'ils ont mis sur écoute l'ancien président de la République en se disant on va bien attraper quelque chose. Et ils ont attrapé cette partie-là, qui s'est compliquée parce qu'il y a un moment, ils n'ont plus rien eu, ils se sont dit oulala, mais ils ne se parlent plus, c'est pas normal, ils ont dû changer de portable, d'où Bismuth. Et déjà, cette technique-là est assez contestable, mais ensuite, il y a l'autre partie que Nicolas Sarkozy conteste depuis le début et de manière virulente, et pour ça que Laurent Wauquiez rappelait le côté combatif, c'est le côté, quand même, dans le pays des droits de l'homme, la patrie des droits de l'homme, écouter un avocat et son client, avec n'importe quelle autre personne, tout le monde aurait hurlé. Là, comme c'est moi, Nicolas Sarkozy, il y en a beaucoup qui ne disent plus rien. A-t-il raison, Mathieu Harron? Écoutez, c'est un peu plus compliqué, si je puis me permettre que ça, parce que effectivement, on n'a pas le droit d'écouter les conversations entre un avocat et son client, a priori. Si l'avocat et le client parlent d'un dossier qu'ils ont en cours. Mais si l'avocat et le client sont en train de parler d'une infraction qu'ils envisagent de commettre, on est dans un autre cadre. Ce n'est pas la violation de leur rapport qui, effectivement, est détenu par le secret. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a des écoutes où on a un avocat et Nicolas Sarkozy qui envisagent de commettre une infraction. Et le problème, c'est que les juges ont présupposé qu'ils allaient commettre une infraction puisqu'ils les ont mis sur écoute avant de savoir de quoi ils allaient parler. Si je puis me permettre, c'est encore un petit peu différent parce qu'ils les avaient mis sur écoute dans le cadre d'une autre affaire. Ce qui est aussi une question. C'est une question. Mais si je puis me permettre,
il est évident que Nicolas Sarkozy a toujours eu des rapports exécrables avec les juges. Quand il arrivait à la Cour de cassation, je l'ai vu, je l'ai entendu, il avait des propos peu amènes. Et puis, par ailleurs, il considérait que les magistrats de la Cour de cassation étaient des petits pois. Voilà. Il a voulu supprimer, par exemple, le juge d'instruction en France. Tout un tas de choses qui fait qu'il a toujours eu de très mauvais rapports avec les juges. Cela étant dit, il est passé devant de très, très, très nombreux juges. Dans cette affaire, dans de nombreuses affaires, des juges d'instruction, des juges de première instance, des juges d'appel, des juges de la Cour de cassation. Donc, aller dire que c'est tous les magistrats français seraient partiaux, ça me paraît être une vision un peu particulière. Il a pu tomber sur un juge qui a une opinion très arrêtée, mais en tomber sur 15 comme ça me paraît... voilà. Jean-Claude. Encore une fois, ça renforce son idée à lui que c'est tous des petits pois, que c'est tous les mêmes et qu'ils sont tous contre lui. Très rapidement, moi je me garde toujours d'intervenir dans des dossiers. Quand on n'est pas rentré dans le fond du dossier, c'est toujours très, très dangereux. Ce que je peux rappeler, c'est le principe. C'est vrai que nous sommes très attachés au secret professionnel, le secret des entretiens entre avocats et clients, parce que c'est un droit absolu et qui sert à tout le monde. Et gardons-nous bien de rompre ce principe. Ça, c'est la première chose. Et je sais qu'au barreau de Paris, les bâtonniers français luttent beaucoup là-dessus. La deuxième chose, il s'agira de savoir, est-ce qu'à ce moment-là, il s'agissait de Nicolas Sarkozy et son... En fait, c'est ça le vrai sujet. Et son avocat, ou Nicolas Sarkozy et quelqu'un avec qui il y avait une relation haute qu'une relation professionnelle. Expliquait Mathieu Aron. Donc c'est in concreto, c'est en fonction des éléments du dossier que ça se tranche. Et d'un mot, Karl, Mathieu, sur cette idée que l'intention de commettre un délit suffit à le caractériser. Sur les juges, pardon, parce que oui, il a rencontré beaucoup de juges qui ont été assez d'accord. Il y en a eu un qui, par exemple, n'a pas voulu poursuivre dans l'affaire Big Malion. C'était le défunt juge Van Ruymbeck. Donc, il y a des juges qui ont une vision différente, qui a voulu évaluer la situation différemment de son collègue, par exemple. Alors, sur cette idée d'intention. Oui, ben c'est là où se noue toute cette affaire en matière de droit, c'est que Nicolas Sarkozy dit « mais j'ai rien demandé, il n'a rien obtenu ». Donc en gros, il ne s'est rien passé. Mais sauf que voilà, la Cour de cassation dit non, le pacte de corruption existe à partir du moment, il n'y a pas besoin de faits, il n'y a pas besoin d'éléments matériels, il suffit juste que vous ayez eu l'idée de corrompre Mathieu Aron, par exemple. Ça va si j'ai eu cette idée, c'est la cata. Ça va un petit peu plus loin, parce que dans ce cas de figure, et pour que les gens comprennent bien, c'est comme si je demandais à David Pujadas de vous corrompre. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire Nicolas Sarkozy a dit à son avocat il y a un juge de la Cour de cassation qui pourra avoir des informations. L'avocat en question a rencontré le juge de la Cour de cassation et ils se sont plus ou moins entendus. Ah, il l'a quand même rencontré. Ils se sont vus, ils ont échangé. Ah oui, ils se sont vus, ils ont échangé. Et l'avocat est revenu vers Nicolas Sarkozy en lui disant écoute, ce juge de la Cour de cassation est intéressé par un poste à Monaco. Nicolas Sarkozy a dit à son avocat tu n'as qu'à dire au juge de la Cour de cassation que je vais faire quelque chose pour lui. Voilà ce qui s'est passé. De fait, pour être tout à fait complet... Mais est-ce que l'avocat Thierry Herzog est retourné du coup vers le juge Azibert en lui disant on va faire quelque chose pour toi pour que tu sois nommé à Monaco? Il y a des conversations dans ce sens, c'est évident. Maintenant, ce qui est tout à fait exact, c'est que ça n'a pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy n'a pas été jusqu'à demander le poste. Il a promis ou fait promettre ou dit qu'il allait demander ce poste, vous voyez la subtilité, mais il n'a pas demandé le poste, ce qui lui permet de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de fait. Mais en réalité, il y a bien un processus de corruption et ça suffit totalement pour entrer en condamnation dans l'affaire de Nicolas Sarkozy comme dans toutes les affaires de corruption. Mais ce qui est incroyable, c'est que là, il est condamné pour avoir... Il aurait demandé des choses pour avoir des informations dans un procès où il a été... il a eu un non-lieu. Innocenté. C'est-à-dire qu'au fond, on se dit que tout ça n'avait servi à rien ou n'aurait servi à rien. C'est ça qui doit en plus le rendre complètement dingue. À l'affaire Bettencourt. En réalité, il souhaitait que la Cour de cassation procède à une annulation dans une affaire pour qu'il récupère son carnet d'adresses. Car il craignait que si les juges conservent son carnet d'adresses, ils puissent remonter à lui dans un autre dossier. Vous voyez, tout est assez compliqué, mais voilà ce qui s'est passé. Non, mais là, et y compris le juge de la Cour de cassation n'a pas livré ce carnet non plus. Mais
vous avez tous raison, c'est évidemment l'intention qui est dans la loi. Et l'intention, elle est... Et d'ailleurs, dans de nombreux pays du monde, l'intention est condamnable et condamnée. En revanche, sur la question, j'y reviens, de la discussion avec l'avocat, j'entendais tout à l'heure une autre magistrate, qui disait qu'elle n'avait pas d'affinité avec Nicolas Sarkozy, mais qui pensait que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait quand même se retourner contre la France sur cette question.